C'est encore et toujours un réel plaisir, Madame, Messieurs, de vous retrouver dans le cadre de cette livraison environnementale vers Info. Comme vous le savez, c'est votre magazine des questions environnementales et de développement durable. Tous les pays, on peut le dire, aspirent en tout cas au développement, et ceux qui disposent des ressources naturelles misent sur ces ressources naturelles pour se développer, et certains autres qui n'ont pas de ressources développent en tout cas des stratégies pour se développer, excusez-moi la tautologie. Et la République démocratique du Congo, on peut le dire, dispose des ressources naturelles qui doivent en principe contribuer au développement du pays. C'est donc de cela que nous allons devoir parler dans cette émission vers Info, et pour en parler, nous avons sur ce plateau le chef des travaux Henri-Paul Eloma, qui n'est plus en tout cas présenté dans cette émission. Monsieur Henri-Paul, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup, monsieur Riga. Nous l'avions dit, ressources naturelles et enjeux du développement, c'est de cela que nous allons devoir parler dans cette émission. De prime abord, qu'est-ce qu'on peut comprendre par ressources naturelles? Merci beaucoup pour la question. Les ressources naturelles, c'est l'environnement sans l'homme. L'environnement, c'est les ressources sans vie, on dit abiotique. C'est les sols, c'est l'air, c'est l'eau. Et quand je dis les sols, ça dit la terre de manière générale, les sols et les sous-sols. Et puis, c'est aussi les ressources biotiques, c'est-à-dire la matière vivante. Et là, on trouve les êtres vivants qui sont les plantes et les animaux. Les ressources du sol, du sous-sol, l'eau, les vents, le soleil sont des ressources naturelles. Alors, par rapport à ces explications, est-ce qu'on peut dire que la République démocratique du Congo dispose des ressources naturelles? Oui, naturellement. Parmi les ressources naturelles, il y en a qui sont renouvelables, c'est-à-dire leur quantité se reproduit de manière continuelle. Lorsque la consommation de ces ressources est moins que la production, ça devient des ressources qui ne tarissent plus, renouvelables. Mais il y a des ressources qui ne sont pas renouvelables. Les non renouvelables, ce sont des ressources qui ont été faites, qui ont été accumulées sur la terre pendant plusieurs années, mais qui ne se reproduisent plus. Les stocks existent depuis plusieurs années. Et qui peuvent s'épuiser. Au regard de l'utilisation, le rythme de l'utilisation, si elle est forte, ces ressources peuvent s'épuiser. Nous revenons à la question, est-ce que la RDC est un pays qui a des ressources naturelles? Un des qualificatifs que l'on emploie à propos de la RDC, c'est un scandale géologique. Ressources géologiques, c'est-à-dire les minéraux. Tout à fait. Voilà. Mais la RDC est aussi un scandale, nous pouvons dire biologique. Les forêts, 60% des forêts du bassin du Congo, le deuxième poumon du monde, la plus riche biodiversité qui puisse exister au monde, un pays de méga biodiversité. Donc, que ce soit sur le plan géologique, que ce soit sur le plan biologique, que ce soit sur le plan écosystémique. La RDC est toujours un scandale, puisque habituellement on dit 80 millions d'hectares de terres arables. C'est une estimation. Je pense qu'il faut qu'on fasse des études dans ce sens de cartographie pour savoir combien de terres arables, combien d'hectares nous disposons. Et de ce côté-là aussi, pour l'agriculture, c'est un scandale géologique, autant que l'eau, puisque nous avons le deuxième fleuve du monde par son débit. Le bassin est énorme, c'est 2 450 000 km² à peu près, sans oublier les soleils. Nous avons les soleils. Et avec les soleils, il y a l'énergie à travers les soleils. Donc c'était pour confirmer que réellement la République démocratique du Congo dispose des ressources naturelles. Mais maintenant, dans quelle mesure ces ressources naturelles, l'eau, les forêts, les minerais, les terres arables et irrigables peut-être aussi, peuvent contribuer
au développement de la République démocratique du Congo? De prime abord, l'essentiel de notre budget est fait sur les ressources minières, les taxes et les redevances. On parle de taxer les entreprises le plus souvent, et même les mines sont là-dedans. Comme on dit, l'économie de la RDC tirée par les minerais. C'est tout simplement une imposture. Nous ne devrions pas vivre avec cela. Voilà. Nous avons les potentiels hydroélectriques les plus élevés. Notre barrage d'Inga aurait dû rapporter autant de moyens que bien d'autres ressources. L'eau, cette fois-là. L'hydrographie constitue plutôt les voies de communication. Donc ça contribue. Un pays se développe lorsque les différentes entités sont interreliées. Et chez nous, ça devrait être une situation vraie à travers l'eau. Les forêts produisent du bois, le bois d'œuvre. Il y a des pays qui ne vivent que de leur bois. Et nous en avons. L'exploitation forestière chez nous est la moindre dans la sous-région. Ben, tout simplement, peut-être puisque nous nous focalisons sur les minéraux qui sont là, qui sont disponibles et surtout par les temps qui courent. Je pense qu'on va en parler des minéraux de la transition écologique. Voilà. Donc, mais les ressources naturelles de la RDC sont énormes, immenses et devraient contribuer au développement du pays, sans doute. Mais il faut qu'il y ait bien d'autres choses pour qu'on y arrive, notamment la gouvernance. Tout à fait. Comme on en parle, les ressources naturelles sont là et l'exploitation également. Mais qu'est-ce qui fait exactement que ces ressources ne puissent pas contribuer au développement de la République démocratique du Congo? Nous sommes 62, 64 ans d'indépendance, je ne sais pas moi, 65 ans, mais le pays n'est toujours pas développé, pourtant assis sur d'énormes ressources naturelles. Le maître mot, c'est la gouvernance. C'est-à-dire que avoir des ressources, c'est une chose, les gérer, savoir les gérer au profit du pays, c'est autre chose. Et entre les deux, chez nous, il y a un hiatus, quoi. L'écart est trop grand. Alors, quels sont les premiers problèmes qui apparaissent? C'est que nous avons des ressources et parfois on ne parle que de potentialités. On dit, c'est potentiellement riche en pétrole. Et donc, les ressources ne sont pas exploitées à certains endroits. Par exemple, les ressources pétrolifères, je pense qu'on en connaît, même dans le bassin du Congo, dans la cuvette centrale, mais on ne les exploite pas. Donc on ne peut pas dire que ces ressources-là contribuent au développement. Ça, c'est une chose. Et quand on prend les minéraux, voilà, quand les ressources ne sont pas transformées, notre pays constitue plutôt une usine à matière première, nous manquons dans les chaînes de développement ou les chaînes de valeur. C'est pas donner une valeur ajoutée. Voilà, nous manquons de l'argent, nous manquons de l'emploi, nous manquons d'opportunités d'avoir de revenus et donner du travail aux Congolais. Alors, donc, il y a cela, et puis il y a les capacités, l'homme, on doit aussi penser à l'homme, l'homme qui est au centre du développement. Est-ce que l'homme congolais a tous les moyens pour pouvoir s'occuper et développer son pays? On parle de la formation, est-ce qu'elle est-elle adaptée à pouvoir à permettre que les Congolais exploitent ces ressources, les transforment, puisque dans les pays où il y a des ressources, dans certains pays où il y a des ressources, ces ressources sont transformées. Chez nous, les terres rares, par exemple, on les prend et puis on les amène en Chine. Mais quand ça va en Chine, ils créent les puces, ils créent ceci et ils vendent et ils ont beaucoup plus d'argent. Ils viennent même les vendre chez nous. Le bois, on vend des grumes chez nous, on va fabriquer des chaises, des meubles en Chine et on nous les ramène, nous les vendons. Nous les achetons plus cher, le même matériel qui est venu chez nous. Donc, les ressources naturelles devraient, en principe, faire développer notre pays, mais il manque l'élément bonne gouvernance par rapport à ces ressources. Et dans bonne gouvernance, nous mettons l'homme au centre et même la manière de gouverner, c'est-à-dire éviter la corruption, les détournements. Voilà.
Alors, c'est ça le problème, le grand problème, la gouvernance des ressources naturelles. Et donc, aujourd'hui, on peut se dire que il n'y a peut-être pas d'avantage pour la République du Congo de disposer des ressources naturelles ou c'est plus des désavantages. Il y a des vocables que nous connaissons, par exemple, quand on dit la malédiction des ressources, des matières premières. Voilà. Est-ce que la RDC connaît ce type de situation? Je ne voudrais pas, je n'aime pas le terme malédiction, puisque nous allons vers la spiritualité, alors que nous sommes un pays très croyant, on a des églises partout. Bon, quitte à savoir si tout cela est aussi vrai et apportant quelque chose de bien. Alors, pour revenir sur la malédiction, oui, que nous ayons des ressources et que nous ne sachions pas les gérer, que la gouvernance puisse poser problème, les prédateurs viennent chez nous et ils nous causent dans nous. C'est ce qui explique par exemple le fait que on a du coltan au Kivu, et les coltans qui auraient dû développer les Kivu, puisqu'on les tire du sol, on les transforme, on fabrique les batteries et qu'on sort le lithium, on en a dans les Tanganyika, et même malheureusement, on va parler du cobalt dans le Lualaba et tout, mais c'est des richesses qui doivent partir chez les autres. Et quand ils doivent partir, toute la malédiction tombe, quoi. À certains points, c'est à travers la guerre. Voilà. On crée des conditions qui ne puissent pas permettre qu'on puisse contrôler ou faire des transactions de manière civilisée de nos ressources, mais que des seigneurs de guerre prennent les ressources n'importe comment et les transfèrent dans d'autres pays avec des valeurs ajoutées dans d'autres pays et au détriment des populations d'où sont sorties ces ressources qui sont dans la pauvreté et pire dans la guerre, dans le déplacement, la misère totale et tout. Et nous en avons connu, nous en connaissons maintenant dans les Kivu, nous en avons connu dans les Kasaï avec les diamants. C'est toujours le même mécanisme de prédation. Les multinationales viennent, des contrats sont léonais, voilà, les dirigeants prennent la petite portion qui leur servent, qui font qu'ils deviennent des millionnaires. Alors, toute la population croupit dans la misère. Et les internationales, je parle des multinationales, voilà, qui partent avec tous les bénéfices et la valeur qui aurait dû servir au pays. C'est tout à fait exact par rapport, bien sûr, à tout ce qui se passe dans l'Est du pays. Mais aujourd'hui, avec la transition énergétique et la transition écologique, certains pensent qu'il y a un renforcement du colonialisme vert parce que les ressources naturelles qui contribuent à cette transition énergétique ou à cette transition écologique exacerbent en tout cas les guerres, les conflits et ainsi de suite. Quelle est votre appréciation par rapport à cela? La notion du colonialisme vert s'impose, surtout en ce qui concerne la transition écologique. C'est quoi? Nous sommes dans une situation où la Terre est en train de se réchauffer. On appelle ça changement climatique. Tout à fait. Et on estime que cela est dû au gaz à effet de serre que nous produisons, que l'homme produit quand il utilise la nature, justement, les ressources naturelles. Et la solution, c'est que les forêts absorbent le gaz carbonique qui est un gaz à effet de serre. Voilà. Donc, nous avons des forêts et donc nos forêts peuvent absorber les gaz à effet de serre. Bon, mais nos forêts vont absorber lesquels gaz, puisque nous ne sommes pas industrialisés pour la plupart, c'est ce qui nous concerne. Nos industries ne produisent pas autant de CO2 que la capacité que nous avons à la capacité qu'ont nos forêts à pouvoir les absorber. Donc, nous avalons, nous absorbons, nous fixons le CO2 pour les autres qui effectivement utilisent dans leurs industries des mécanismes qui produisent énormément qui polluent, voilà, la transfert. Et on a imaginé des marchés de carbone.
qui s'avèrent à l'heure actuelle de marché des dupes. C'est-à-dire une société dit je vais acheter des crédits carbone dans une société, dans une forêt africaine ou dans une concession forestière, mais la valeur qu'étire l'entreprise en polluant, et donc pour avoir des revenus par rapport à des compensations, c'est ça le terme qu'on utilise, des compensations que l'on donne à des forêts du sud qui absorbent le COD, c'est vraiment inégal, c'est injuste. Voilà. Au départ, la tonne de carbone c'est autant, et puis actuellement c'est 100 fois moins. Tout cela pour que ceux qui gagnent continuent à gagner, et c'est à qui on dit préserver, ça devient une sorte de leurre, un marché injuste. Un marché des dupes. Alors, les ressources naturelles, la République démocratique du Congo en dispose, vous l'avez dit, M. Henri-Paul, mais il y a le problème de gouvernance, c'est vrai, mais qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les stratégies à mettre en place pour que ces ressources puissent effectivement contribuer au développement de la RDC et réduire un tant soit peu la pauvreté des populations? Cette question est très pertinente, mais avant que je ne l'aborde, je vais ajouter le fait qu'on a parlé du colonialisme vert. Oui. Alors le fait qu'il y ait une sorte d'injustice commerciale entre le pays du Nord et le pays du Sud, c'est ça qui fait penser au colonialisme. C'est-à-dire ceux qui nous ont colonisés par le passé reviennent par d'autres voies, par la transition écologique, et continuent à nous imposer des prix sur nos matières, et toujours de manière à maintenir la pauvreté chez nous, et pire, organiser le vol, le pillage des ressources par des guerres. Donc le colonialisme vert se justifie par ces attitudes-là. Alors pour revenir sur les stratégies, oui, les pays en développement doivent initier des stratégies pour pouvoir sortir de la situation actuelle. Profiter, par exemple en ce qui nous concerne, du fait que nous soyons du poumon, le deuxième poumon de la Terre. Voilà. Profiter du fait que nous ayons de l'eau, des sols pour faire l'agriculture. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, il faut un renforcement des capacités humaines. On en a évoqué. Il faut que les citoyens du pays sachent comment est-ce qu'on fait le marché, on discute et qu'on s'en règle pour qu'ils ne subissent pas le colonialisme des autres. Voilà, donc les ressources humaines, les capacités humaines doivent être renforcées. Le développement économique inclusif, c'est-à-dire que, par exemple, chez nous là, présentement, c'est les mines. Voilà, on construit le mine. Même quand on dit à propos de l'agriculture, par le passé on a dit priorité des priorités, maintenant c'est revanche du sol sur le sous-sol. Bon, malgré tout ce c'est de la terminologie. Voilà, c'est injuste. Vous verrez qu'on fait des efforts pour que le secteur minier se développe, mais on ne fait pas beaucoup d'efforts pour le secteur agricole. On nous demande d'utiliser 10% de notre budget pour le secteur agricole. On embellit les calculs pour pouvoir montrer à la communauté internationale que c'est cela, mais je sais que ce n'est pas nécessairement ça. Autre chose, c'est l'intégration régionale, le commerce. Voilà. Nous sommes, plus de 100 millions d'habitants, nous sommes déjà bien comme cela. Quand vous êtes un producteur et que vous devez vendre à 10 millions de personnes, vous avez beaucoup de chances d'être millionnaire. Voilà. Et en dehors de cela, nous avons 9 voisins. Vous vous rendez compte? L'intégration régionale. Si nous avions des richesses à exporter auprès de 9 voisins, tous nos frontaliers, toutes les provinces frontalières feraient des commerces avec les autres, commerce équitable, bien organisé, dans l'ordre, pas de fraude, pas de détournement et consort. Je pense que ce serait un bon atout. Ça, c'est le deuxième élément. L'intégration non, c'était le troisième élément. Le quatrième, les infrastructures et la technologie. Les routes. Notre pays est l'un des plus chers dans l'opérationnalisation. Moi, je travaille
quelque part où je travaille. Par exemple, si vous devez amener, je ne sais pas, une aide humanitaire, même alimentaire, de Kinshasa vers l'intérieur, Lubumbashi, vous devez affréter des avions. Déjà, le coût du transport peut être au-delà du coût des éléments de l'aide que vous apportez. Donc, il y a un problème dans les infrastructures. C'est aussi un problème de l'intégration nationale même. Oui, ça c'est national. Ouais. Alors que nous avons la possibilité d'évoquer les eaux. Voilà. Qui peuvent faciliter en fait les déplacements des personnes et de leurs biens. On devrait être capable de se joindre tous les territoires, tous les coins et recoins à travers les eaux, puisque nous en avons. Tout à fait. Voilà. Et ailleurs, construire les routes, construire les chemins de fer. Oui. Voilà. Et donc, c'est des choses qui devraient être faites. Parmi les technologies, il y a les technologies de l'information, les nouvelles technologies de l'information. Dans certains pays voisins, le coût de l'Internet est 10 fois moins que le coût de l'Internet chez nous, ici, en RDC. J'ai travaillé dans d'autres pays. Je payais $16 pour avoir l'Internet et parfois les chaînes de télévision et consorts inclus. Et chez moi, il faut que je sois à plus de $60 ou près de $100 pour que j'ai la télé, l'Internet et qu'on soit à la maison. Et quelle qualité. Voilà, ça, c'est autre chose. La gouvernance. Voilà, la gouvernance et les institutions. Là, il y a les problèmes de la lutte contre la fraude, voilà, la stabilité politique. Voilà, il y a la décentralisation. Chez nous, ça devrait être un modèle, quoi. Mais qu'est-ce que ça représente? Les gouverneurs sont en train de se battre contre les assemblées provinciales tout le jour. Ils n'ont pas la possibilité de s'occuper de la population. Ils doivent corrompre les assemblées pour ne pas quitter le pouvoir. Qu'est-ce que ça représente? Le développement durable, voilà. La gestion des ressources naturelles, l'adaptation au changement climatique. Voilà. L'économie verte, des très belles théories qui devraient servir notre pays, puisque nous avons les potentialités et les capacités de pouvoir le faire. Mais on a évoqué les capacités humaines, puisque on part de là. Voilà, la gouvernance, le partenariat et l'aide internationale. Nous sommes un pays décrié pour le climat des affaires. Voilà. Quelqu'un veut venir s'installer, il doit passer par des portes sombres et qu'on sort tout cela. Voilà. Et donc, on parle chaque jour de l'amélioration du climat des affaires. Encore une fois, des slogans, comme ce que nous avons déjà évoqué par le passé. Voilà. Ce sont les quelques stratégies que les pays en développement devraient utiliser pour pouvoir se développer à partir de ressources naturelles. Alors, développement à partir des ressources naturelles, on l'a dit dans cette émission, ressources naturelles et enjeux du développement, mais la RDC, un pays doté de ressources naturelles qui sont déjà exploitées, M. Henri-Paul, mais comme on le sait, l'exploitation des ressources naturelles laisse la place aux problèmes environnementaux. Comment exploiter les ressources et lutter contre la dégradation de l'environnement? Nous l'avons presque évoqué au départ. Les ressources, il faut les exploiter. C'est normal pour qu'on ait des revenus. Mais il faut les exploiter de manière à considérer l'environnement. Voilà. On ne peut pas. C'est ça qu'on appelle le développement durable. Le plus simplement, c'est que quand nous naissons, nous trouvons des forêts que nous ont léguées nos ancêtres. Le mieux serait que nous léguions des forêts à nos enfants et à nos petits-enfants, n'est-ce pas? Là, on fait le développement durable. Mais voyons, le Lualaba actuellement connaît le boom du coltan, n'est-ce pas? Survoler le Lualaba par avion, vous verrez des collines qui sont rasées. Et quand on a fini de raser, on creuse maintenant. Et quand vous regardez le nombre de trous, voilà. Ça, que cette exploitation laisse. C'est vraiment une autre nature. Non pas seulement cela. Là où on a rasé, c'était des terres qui auraient dû servir à l'agriculture. Ouais. Alors, tous les déchets que l'on sort de la jonce
la nature, les cours d'eau sont pollués. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Il y a un problème, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Donc, pour que on puisse faire de la bonne exploitation, premièrement, il faut que l'exploitation des ressources naturelles ne s'arrête pas à la production de matières premières. Il faut qu'il y ait des chaînes de valeur. Il faut qu'il y ait de la transformation. La transformation, nous avons dit, apporte de l'emploi et des revenus. Voilà. Le coltan que l'on a exploité, que l'on met dans des camions, que l'on va commencer à traiter en Zambie, et puis que l'on finira, on finalisera le traitement en Chine, n'aura pas beaucoup produit pour la RDC. Voilà. Ça, c'est la première chose. Donc, il faut que l'exploitation puisse se faire dans des conditions qui puissent permettre qu'il y ait des chaînes de valeur dans le pays. Pour ça, il faut qu'il y ait de l'énergie. Pour ça, il faut qu'il y ait de la bonne gouvernance, le climat des affaires. Voilà. Donc, ça doit aller ensemble. Voilà. Et c'est alors qu'on peut espérer à ce que cela puisse profiter pour le pays. Aujourd'hui, on parle des générations présentes qui doivent bénéficier des retombées des ressources naturelles, mais il y a également les générations futures qui partagent ou qui devraient partager les mêmes ressources. Comment assurer cette transition des générations en exploitant nos ressources naturelles et en sachant que les générations futures attendent également ces mêmes ressources pour se développer et réduire la pauvreté? Cette question est liée à la précédente. Ce qu'il faut faire, c'est que l'exploitation, il y a possibilité de le faire. Et quand on le fait en respectant l'environnement, on va ne pas devoir détruire la nature ni le pays. N'est-ce pas? C'est possible. Nous avons beaucoup de potentialités pour cela. Ben, il faut qu'on sache le faire. Maintenant, pour les générations futures, déjà, les générations actuelles devraient profiter de l'exploitation de nos ressources à nous tous. Ce sont des ressources pour les Congolais. Ce n'est pas des ressources pour l'élite, pour une partie infime de la population qui en profite par les détournements, la corruption. Ça ne devrait pas être comme ça. Pour qu'on puisse léguer aux générations futures, dans certains pays, dans les pays du Golfe par exemple, on parle de fonds souverains. Ceux qui utilisent le pétrole actuellement, qui savent qu'à un moment quelconque, le pétrole va tarir, et maintenant la manne du pétrole, on met de côté des fonds qu'on appelle les fonds souverains. Les fonds souverains sont des fonds de dotation. C'est de l'argent que l'on prend, que l'on investit dans des institutions financières, et ces institutions financières travaillent avec ces fonds qui produisent des bénéfices, le capital reste, et c'est dédié à, et parfois dans certains pays, lorsqu'il n'y a pas beaucoup de besoins, et les fonds, et le capital, et les bénéfices vont servir à des populations futures, à des générations futures. J'ai entendu il n'y a pas longtemps, un pays voisin, ils ont commencé un fonds de dotation, et puis un matin ils se sont réveillés, ils se sont rendus compte que ces fonds de dotation étaient dévalisés. C'était un fonds souverain dévalisé. On parle de fonds souverains ailleurs, mais chez nous ici, on a parlé des fonds pour les générations futures. Oui, par exemple, dans les secteurs miniers. C'est le même principe. C'est le même principe. C'est-à-dire, il faut que ça produise suffisamment de l'argent pour qu'on en utilise et qu'il reste la possibilité de pouvoir investir, épargner. Alors, on épargne dans des fonds fiduciaires. C'est-à-dire, on prend l'argent, on met dans une banque et cette banque prête à des investisseurs. Donc, vous avez votre capital qui est préservé et vous avez les intérêts qui sont produits. On peut continuer à utiliser les intérêts, mais le capital reste pour les générations futures. C'est le même principe. Même si ici on appelle autrement, c'est le même principe. Mais je vous ai donné un exemple en rigolant. J'ai dit un pays voisin bien connu a un fonds souverain ou un fonds pour les générations futures basé sur le pétrole, les revenus du pétrole. Et un beau matin, on se réveille, on dit, il n'y a plus rien dans ces fonds. On a siphonné. L'élite a siphonné.
Alors, on va devoir terminer avec cette émission, monsieur Henri Paul. Mais on parle également, avant de chuter peut-être, de redistribution des richesses. La RDC, pays potentiellement riche, on a parlé de ses potentialités, mais il y a un problème peut-être de redistribution des richesses. Que faire pour que cela soit une réalité en fait? Le problème se pose à deux niveaux. Le premier niveau, c'est au niveau international, la redistribution au niveau international. Avec ce que nous avons évoqué, le colonialisme vert, la justice distributive n'est plus assurée. Nos minerais, nos ressources naturelles ne sont pas vendus à leur valeur potentielle, réelle. Voilà. Donc déjà à ce niveau-là, il y a un problème. Et puis nous venons à l'intérieur, le deuxième niveau, à l'intérieur du pays, l'État a des royalties à travers l'exploitation minière et des personnes y puisent à leur guise, alors que des sociétés qui auraient dû être prospères, je prends l'exemple de Gécamine de Miba, où les exploitants viennent dans leurs terres, mais ce sont des canards boiteux. Vraiment. Vous vous rendez compte? Voilà. Et donc, tout cela, c'est par la complicité. Des individus sont plus riches que les sociétés congolaises. Et parfois, non pas seulement cela, mais en plus, on paupérise la population. La justice est encore très inversée, défavorablement contre le peuple. Alors, ressources naturelles et enjeux du développement de la République démocratique du Congo. La RDC dispose effectivement des ressources naturelles, on en a parlé dans cette émission. Qu'est-ce qu'il faut dire comme interpellation, comme message pour que les ressources naturelles dont dispose la République démocratique du Congo puissent profiter aux populations congolaises? Premièrement, il faut qu'il y ait la volonté politique pour que les choses aillent dans le sens que vous êtes en train d'évoquer, n'est-ce pas? Que nous ayons des dirigeants suffisamment patriotiques qui aiment leur pays et qui disent qu'ils viennent pour travailler pour le pays, et non pas pour le piller. Ça, c'est la première chose. En deuxième lieu, les ressources humaines, renforcer les capacités des Congolais. Il faut que nous soyons capables de discuter d'égal à égal avec ceux qui viennent chez nous pour prendre les ressources, par exemple. Voilà. Que nous soyons capables de transformer nos ressources et ne pas vendre de la matière brute, un peu comme des villageois à l'échelle nationale. Ça ne devrait pas être comme ça. Voilà. Nous devrions être capables de produire du café, de les transformer et de vendre le produit fini en Europe sur le marché international. Nous devrions être capables de vendre, de produire des piments et à les vendre en Europe. Nous devrions être capables de profiter de nos lithiums pour fabriquer les batteries. Maintenant où on parle de la transition écologique et énergétique, voilà, si nous fabriquions des batteries pour les véhicules qui n'utilisent plus l'énergie fossile, je pense que nous aurons de l'argent. Nous n'aurons pas des budgets de pauvres 25 millions de dollars ou 20 millions de dollars et on s'en félicite. Et dire que parfois ce ne sont que des chiffres, puisque les décaissements parfois ne correspondent pas à ce qui est dit. Monsieur Henri Paul Eloma, chef de travaux à l'UPEN, merci beaucoup pour tout cet éclaircissement en rapport avec les ressources naturelles et enjeux du développement de la République démocratique du Congo. Merci, monsieur Rubin. Merci également à vous, madame, monsieur, d'avoir suivi cette émission qui reviendra bien sûr la semaine prochaine. Toujours avec le même plaisir, nous serons heureux de vous retrouver. Prenez soin de vous, mais surtout prenez soin de votre environnement qui ne doit pas brûler, parce que si cet environnement brûle, c'est nous tous qui allons brûler. Au revoir et à très bientôt.